Concernant donc nos guides, rapidement, je vais vous présenter donc d'abord Nathalie, qui va être donc notre premier guide dans ce voyage. Nathalie démarre un parcours spirituel dès sa naissance, au contact de sa sœur aînée, qui est handicapée mentale. À 13 ans, sa rencontre avec le bouddhisme et les engagements du Dalai Lama sont pour elle un tournant dans sa vie. C'est la découverte de l'ego, des souffrances associées à cela et de la voie pour s'en libérer. Elle est diplômée de Neomia Business School. Le fil rouge de son action sont les dirigeants, du fait de l'impact qu'ils ont sur le monde. Le leitmotiv de Nathalie, c'est reconnecter les têtes au cœur. Et c'est vrai que pour la fréquenter, elle le dit régulièrement et elle s'y emploie. En 28 ans, elle a créé 3 entreprises, elle a écrit 6 livres, dont le roman de Saint-Pierre, qui rappelle aux âmes ce pourquoi elles se sont incarnées. Elle a coaché plusieurs centaines de dirigeants. C'est également une artiste, Nathalie. Elle a produit un CD, chanté sur des scènes mythiques. Elle est fondatrice du leadership humaniste, la voix qui reconnecte les individus, les organisations et les nations à la conscience du cœur. Libre de l'ego, pour leur permettre de rayonner en grand et de faire ainsi advenir le nouveau monde que Nathalie appelle de ses voeux et auquel elle travaille ardemment. Concernant Sophia, votre deuxième guide pour ce soir, Sophia Streetriver est diplômée d'études indiennes. Elle est auteure, conférencière, biographe française du Dalai Lama, avec qui elle a co-signé 4 livres. Également auteur de plusieurs livres coécrits avec sœur Emmanuelle. Ces 2 derniers ouvrages sont L'urgence d'aimer et Le manga invincible. Organisatrice de conférences et de séminaires comme Better We Better Worlds à Dharamsala, à Dharamsala, elle s'est exprimée aux Nations Unies à Genève sur la responsabilité universelle. À Paris, elle forme la mantra-thérapie à la méditation de paix et de guérison intérieure. Sophia a lancé la quête d'éveil Be the Love You Want to See in the World en écho à l'appel de Gandhi Be the Change You Want to See in the World. Ce protocole rassemble les sagesses traditionnelles, les neurosciences contemplatives ainsi que l'agenda 2030 des Nations Unies. Il a pour vocation de nous rassembler dans l'intelligence du cœur pour mettre au monde l'humanité nouvelle qui veut naître à travers nous. Je vais maintenant passer la parole à nos 2 guides, mais avant, je vous rappelle de cliquer sur Muet, qui normalement doit se trouver en haut à gauche si vous êtes sur Mac et que vous avez d'ores et déjà passé votre écran en plein écran, et de couper la vidéo en cliquant sur la caméra qui est ou en haut ou en bas de votre écran selon votre configuration. Donc il vous suffit sur Zoom de cliquer sur la caméra que vous faites apparaître ou en allant en bas ou en allant en haut de votre écran. En coupant la caméra, vous allez en effet ne plus être visible, et en cliquant sur Muet, on ne va plus pouvoir vous entendre. Je vais pour ma part en faire autant et laisser la parole à Nathalie Rodari. Bonsoir à tous et merci d'être là. Installez-vous confortablement, au calme, sans téléphone. Voilà, éteignez votre micro comme l'a dit Patrick. Oubliez tout et tenez-vous prêts. Nous allons décoller pour un voyage au pays de l'ego. Et plus exactement, nous allons refaire ensemble ce voyage au pays de l'ego. Alors, qui dit voyage dit comment nous y arrivons, à quoi ressemble-t-il ce pays, comment nous le quittons, et ensuite vous poursuivrez le voyage avec Sophia. Voilà. J'espère que vous êtes prêts
nous sommes partis. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Des images vont venir à vous. Regardez-les bien. Regardez-les bien. C'est parti. Vous êtes sur la plage, debout. Devant vous, la mer calme et infinie. Une ligne d'horizon. Et le ciel bleu au-dessus, à l'infini lui aussi. C'est tout. Une mer bleue toute calme et un ciel bleu. Maintenant, je vous invite à retourner l'image que vous voyez à 180 degrés. Maintenant, la mer bleue toute calme est en haut et l'océan, en haut l'océan, pardon, et ici-bas, la terre. Soudain, une goutte se détache de cet océan, là-haut. Regardez bien. Et voilà qu'elle tombe sur la terre en bas. Ça y est, vous êtes nés. Là-haut, cet océan est très particulier. Nommez-le conscience universelle, si vous voulez. Nommez-le matrice, Dieu, si vous êtes religieux, la source, l'esprit, âme or, hein, d'où vient âme-our, qui veut dire la lumière en fait, ou soupe quantique, qui contient toutes les formes et d'où jaillissent toutes les formes terrestres, y compris la vôtre, qui vient d'arriver sur Terre. Et dans cet océan de conscience universelle, il n'y a ni haut, ni bas, ni temps, ni espace, ni début, ni fin, ni matière. Tout est un, UN, un. Tout est uni, UNI. Et puis soudain, vous avez décidé de vous singulariser, de n'emporter qu'une partie de ce tout pour lui donner à vivre une expérience terrestre. De conscience universelle, cet océan là-haut, vous voilà devenu conscience individuelle qui change de matrice. De la matrice universelle, vous voilà intégrant une matrice maternelle qui va vous fabriquer un corps, véhicule indispensable pour voyager dans le monde de la matière, dans le monde de la forme. Alors, à ce corps sera doté un super ordinateur de bord, j'ai nommé le mental. Bienvenue sur Terre, donc, et de l'autre côté du miroir. Vous êtes toujours cette conscience universelle, cet esprit, cette lumière rayonnante, ce Dieu, hein, si ce mot vous parle davantage, mais embarqué dans un corps. Votre âme, votre esprit habite ce corps que vous laisserez au moment de revenir là-haut. Il ne nous sert que pour le voyage terrestre. Voilà. Par contre, il est bien précieux. Que ce corps soit végétal, animal, humain, c'est un corps. Nous sommes dans le monde de la matière. Et cette goutte qui vient du même océan, finalement, n'est en rien distincte des autres formes. Nous sommes la même source. La goutte est de même nature que l'océan et que toutes les autres gouttes. Et on pourrait même aller plus loin en disant que c'est de la même nature que cette bouteille d'eau, c'est de la même nature que ce siège, que cet ordinateur. Nous sommes issus d'un matériau de base qui est absolument commun à tous. La forme diffère. Hein. Mais voilà. Bienvenue dans le monde de la forme, de la matière, de la pesanteur aussi. Et bienvenue dans le monde des images. Là où les illusions d'optique sont nombreuses pour qui ne sait plus regarder au cœur, c'est-à-dire au-delà de la forme. Et à ce moment-là, le pays de l'ego
apparaît, associé à l'illusion de la forme. Nous prenons la forme pour l'être, elle n'est que le paraître. Voilà. Saint Pierre, pour ceux qui le connaissent, nous avait bien prévenu. Saint Pierre qui nous avait préparé en tant qu'âme à ce voyage terrestre très particulier. Il nous avait dit, attention, tu vas passer de l'autre côté du miroir. Et attention aux miroirs aux alouettes, car les illusions d'optique sont nombreuses sur Terre. Tout est image là-bas pour qui ne sait pas regarder. Et tu risques de ne plus voir la beauté des choses et surtout la vraie nature des choses. Il dit également, les humains sont comme des miroirs. Certains te renverront une image déformée de toi-même. Ces miroirs-là sont illusoires et ne t'aideront pas sur ton chemin. Ces miroirs illusoires le seront d'autant plus qu'ils se seront déconnectés de leur source. Alors l'ego commence avec cette première illusion de séparation que produit la forme et le processus d'incarnation. La goutte se dit, il y a moi et les autres. La goutte s'est détachée de deux matrices, l'universelle et la maternelle. La goutte finit par oublier qu'elle est une goutte embarquée dans un corps véhicule qui est doté d'un ordinateur de bord. Elle se prend désormais pour son véhicule et délaisse à l'ordinateur, ce fameux mental, le soin de diriger. Et puis, la goutte, très souvent, prend peur à l'idée de cette expérience de vie qui est si différente de l'état originel, mais qu'elle a cependant voulu expérimenter et qui nous oblige quelque part à prendre la responsabilité de notre vie, de cette vie que l'on a souhaitée. Alors, prendre la responsabilité de sa vie ne veut pas dire être responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie, mais c'est prendre la responsabilité de notre vie. Voilà l'ordinateur de bord qui va donc questionner à l'infini toute la journée. Et la peur risque, dans une grande majeure partie des cas, de faire sa grande entrée et de poser ses conditions. Je ferai cela si j'avais de l'argent. Vais-je réussir? Ce n'est pas raisonnable d'eux. Je n'ose pas ceci. Est-ce ma juste place? L'avenir fait peur. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve. Il faut économiser, puis un jour je ferai. Peut-être on ressent aussi que les autres nous veulent du mal. Et puis qu'il y a des concurrents à battre. Passe ton bac d'abord. Bref. L'abondance inconditionnelle que nous connaissions là-haut n'existe plus pour cette goutte qui est mue par la peur désormais. Alors la goutte va chercher de la réassurance. Et là, le territoire de l'ego, du coup, va grandir encore plus. La goutte est arrivée dans une famille, puisque nous arrivons grâce aux mères qui nous portent, qui nous mettent au monde, mais nous arrivons donc dans une famille qui, j'ai envie de dire, est notre première famille d'accueil terrestre. Voilà. Et cette famille va être le premier endroit où, très souvent, va se renforcer ce sentiment de séparation et la peur. Avec, là encore, de nombreuses injonctions. Ça peut être « on ne parle pas aux gens qu'on ne connaît pas ». Si tu étais gentil, tu ferais cela. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ou mon fils, ma fille, choisis-toi un vrai métier. Ou c'est de ta faute. Ou l'homme est un loup pour l'homme. Ou etc., etc. Mais cette famille peut aussi être le lieu de premières blessures profondes auxquelles on s'est identifié avec le temps et dans la jeunesse, au lieu de les considérer comme des expériences de vie à travers lesquelles on est passé, et certes des expériences
redoutable parfois pour les jeunes enfants que nous sommes et qui n'avions pas trop le choix à ce moment-là. Puis viennent nos études, et puis il y a la culture de notre pays, le pays qui nous a vu naître, puis les religions qui ont leur poids, puis les pensées toutes faites qui deviennent des dictons culturels, nationaux, ou de famille, ou à l'endroit où on fait nos études, et puis notre job, et puis nos jugements vont prendre le relais. Alors on dit une femme fait pas ci, une femme doit pas faire ça, on cherche, alors on dit tiens la vérité c'est le capitalisme, ah non c'est le marxisme, ah non l'islam, non le matérialisme, ah l'organisation matricielle, bref, on cherche des concepts et des étiquettes pour les nommer. Au fil du temps, que sommes-nous devenus, nous, les gouttes d'eau, les gouttes, comment dirais-je, les gouttes âme or, amour, les gouttes lumière. Eh bien, nous sommes devenus souvent des êtres anachroniques. Anachronique, j'entends par là assis sur un passé, très peu tourné vers un passé, c'est-à-dire par où nous sommes passés, ce qui nous a conditionnés, ce que nous avons vécu, et qui semble déterminer ce que nous sommes au lieu d'être simplement le passage par où nous sommes passés. Nous sommes très souvent assez peu au présent, puisque l'esprit est régulièrement dans les habitudes, dans le passé. Eckhart Tolle a dit le pouvoir du moment présent, et il n'y a que le présent sur Terre. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Nous sommes rarement au présent, nous sommes souvent dans le passé et assez peu tournés vers le à venir, c'est-à-dire la direction que l'on souhaite prendre, qui est aussi notre destinée. Nous sommes devenus aussi des êtres multiconditionnés, avec notre accord souvent, en recherche de sécurité et de réassurance. Et puis, déconnectés de notre source originelle et de l'intention qui avait motivé notre venue sur Terre, nous sommes loin de cette énergie source et du coup souvent en grande difficulté pour nous relier à l'énergie source des autres aussi. Parce que si je ne suis pas dans mon énergie source, je vais avoir du mal à me connecter à ceux qui sont dans leur énergie source, ou alors je ne serai connectée aussi qu'avec ceux qui sont aussi loin de leur énergie source. Pour reprendre la chanson de Michel Berger, nous sommes loin, je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Voilà ce que ça veut dire. Alors, loin de notre essentiel, soit nous cherchons le sens de notre vie, soit nous avons laissé l'extérieur finalement le définir. Et les sentiments qui nous envahissent, même si on ne nous les partageons pas ou peu aux autres, mais en tout cas, si on se tourne vers soi et que l'on se dit, voilà, qu'est-ce qui me traverse aujourd'hui, ou si vous vous remémorez des situations passées, tiens, une sensation de manque, ou de tristesse, ou une sensation de vide, qui peut être un vide en profondeur, ou des fois des sensations de gâchis, voire de colère aussi, d'imposture. Qu'est-ce que je fais là? D'énervement permanent aussi, qui peuvent être plus le signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa juste place. Puis qui peut passer par des moments de renoncement, un ras-le-bol, un plein le dos, bref, qui finit par, et on court voir l'ostéopathe. Bon. Alors, si l'ostéopathe va s'occuper du dos, par contre, l'ostéopathe ne va pas s'occuper de l'âme. Alors, poursuivons au pays de l'ego et observons ces nombreuses manifestations qui sont individuelles, mais qui sont sociétales aussi, et que l'on croise partout. Donc, une des premières manifestations est la dualité. Nous sommes devenus des grands spécialistes de la dualité et donc des conflits qui leur sont associés. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons tout décortiqué, séparé, divisé, opposé. Homme-femme, noir-blanc, gauche-droite, province-Paris,
riches, pauvres, les jeunes, les vieux, les ventes, le marketing, les créatifs, les rationnels, cartésiens, le nord, le sud, les sciences molles, les sciences dures, avec bien sûr à chaque fois des jugements de valeur associés à cette dualité. Le public, le privé, la génération X, la génération Y, voire les Z et compagnie. Le PSG, l'OM, pour prendre des exemples d'actualité. Bousille le haut, bousille le bas, bref, les bons, les méchants, bref, nous sommes viscéralement, et j'ai envie de dire maladivement, dans une pensée d'opposition et de dualité. Alors, nous nous sommes aussi construit un personnage qui s'accroche à une identité que nous voulons souvent préserver à tout prix. Et le mot à tout prix a sa juste place, c'est-à-dire qu'il y a un prix pour préserver ce personnage. Moi, ma personne, mes valeurs, mes qualités, mes défauts, ma situation, mon métier, mes idées, mes biens, ma voiture, mes enfants, ma communauté, etc. Tout ça constitue avec le temps ce que nous appelons des éléments identitaires. Voilà. Mais qui sont pas la goutte que nous étions au départ, qui est la forme et les conditionnements et les expériences par lesquelles cette goutte est passée. Alors, par besoin de sécurité, nous, individus, nous, sociétés, nous, collectifs, nous, communautés, nous avons aussi développé le contrôle sous toutes ses formes. Ben, bien sûr, parce que le contrôle permet quand même d'avoir un mainmise et d'avoir l'air un peu l'impression de maîtriser ce qui se passe sur Terre. Voilà. Les formes de contrôle sont extrêmement multiples et vont se nicher là où on n'imaginerait pas. Le besoin de séduire est un besoin de contrôle. Le besoin d'avoir du pouvoir, bien sûr. Le besoin de posséder. Peut-être des personnes, peut-être 1000 paires de chaussures, je ne sais. La jalousie est une forme de contrôle. Les étiquettes que l'on pose sur les gens ou les a priori que l'on a sur eux, parce qu'on les a rencontrés à un certain endroit, alors on les voit avec un certain prisme, mais on préfère l'étiquette finalement et l'idée que l'on se fait d'eux, ce qui permet au moins de contrôler, puisque c'est nous qui projetons cette idée sur eux, plutôt que d'aller dans une vraie rencontre où l'autre m'intéresse. Qui est l'autre? Qu'est-ce qui est important pour lui, pour elle? Et qu'est-ce que nous partageons de nos différences, de nos points de vue, mais sans aucun débat, sans aucun combat et sans aucune volonté de convaincre, hein, parce que dans convaincre, il y a aussi le mot vaincre. Et comme ça, ainsi, on a l'impression de maîtriser la relation aussi. L'anorexie aussi est une forme de contrôle, hein, le contrôle sur son corps, la volonté d'avoir toujours raison, d'avoir l'air de savoir toujours, avec ce sentiment que je pourrais être pris en défaut si je ne sais pas. Alors que ma foi, quand on arrive sur Terre, autant la conscience, elle sait tout, autant l'apprentissage de la vie sur Terre, c'est quelque chose que nous devons faire. Voilà, car on ne sait rien. On ne sait rien. Les caméras de surveillance, les cookies, le reporting à l'excès, tout ça sont des formes de contrôle qui sont en train de se déployer à grande allure aujourd'hui encore plus avec la peur générée par cette mutation du monde et aujourd'hui par le Covid. La fascination pour les outils, quels qu'ils soient, la technologie, le numérique et cette fascination à ce que ça me permet de contrôler aussi, hein, fait partie de ce besoin de contrôle sous toutes les formes. Et puis, il y a tous les impérialismes, l'impérialisme américain, occidental, économique, religieux, médiatique, publicitaire, voilà, avec la manipulation et l'intimidation qui vont avec. Ça, c'est le besoin de contrôle, qui est une forme d'ego, une forme d'expression et de manifestation de l'ego.
Il y a nos peurs, bien sûr, nos peurs de perdre, nos peurs de ne pas être reconnus, nos peurs de ne pas y arriver, nos peurs de ce que peuvent en penser les autres, de ne pas avoir les moyens, et puis nos peurs d'être blessés à nouveau. À plus forte raison si nos enfants se ressemblent à une vallée de larmes, ce qui peut être le cas pour certains, certaines. Et du coup, ces peurs ont souvent pris le visage de la violence dans le couple, dans la famille, dans la rue, dans la société, dans les écoles de plus en plus, dans les entreprises, bien sûr, dans les chansons aussi. Hein, les mots peuvent être extrêmement violents. Les mots sont c'est ce livre qui dit les mots sont les portes, sont des fenêtres de l'âme, mais si l'âme est blessée, les mots sont blessants. La violence aussi à la télé, si vous voyez toutes les chaînes de la télé, vous les passez, c'est de la violence les unes après les autres. Voilà. Et tout cela dans une espèce de façon ordinaire qui aujourd'hui est acceptée comme si c'était normal. Voilà. Ce n'est pas parce que c'est ordinaire que c'est juste. Voilà. Alors, comme nous nous sommes coupés de notre vibration originelle, très souvent, alors nous croyons la retrouver grâce à deux subterfuges qui peuvent être assez inconscients, mais qui existent chez nous, à plus ou moins grande échelle, et qui sont de deux sortes. Le premier, c'est le besoin de reconnaissance, hein, comme un besoin de reconnecter, bien sûr, de se reconnecter à cette source. Et le besoin de reconnaissance qui est, mais à l'égard de l'extérieur, hein, d'aller le chercher à l'extérieur, c'est qui pourrait me rappeler qui je suis en tant qu'individu ou qui je suis en tant que nation, hein, qui je suis en tant que société, voilà. Qui pourrait me rappeler cela? Et le deuxième point, c'est la captation d'énergie. L'ego est très, très consommateur d'énergie. Et c'est une énergie qui va le chercher chez l'autre, dans la nourriture, dans les ressources de la planète, dans l'argent. Aujourd'hui, les problèmes énergétiques de la planète sont bien plus larges que l'on pense. Ce sont des expressions de l'ego et de cette volonté d'avoir du pouvoir sur l'énergie, de posséder l'énergie, de maîtriser l'énergie, de la garder pour soi et d'en avoir le plus possible. Voilà. Et des fois au détriment de l'autre. L'eau aussi est une énergie, hein, et la captation de l'énergie de l'eau de certains peuples au détriment d'autres aussi est fréquent. Mais rappelez-vous cela, l'ego est extrêmement consommateur d'énergie. Le jour où on libère de l'ego, on regagne une énergie extraordinaire. Voilà, l'énergie de l'esprit. Alors, pour gagner la reconnaissance et de l'énergie, donc l'ego est très, très, très intelligent, parce que l'ego est intelligent, hein, c'est ce moteur de bord que nous avons, et qui est cette intelligence qui nous permet de naviguer et de survivre dans un monde terrestre, quand même, voilà, en termes de corps. Voilà. Donc, l'ego très intelligent va trouver des stratégies. Parmi celles-là, la générosité, par exemple, peut en être une, hein, quand elle rend l'autre redevable ou quand on est généreux finalement pour être aimé, mais qui n'est pas un vrai don de soi. Envahir aussi, envahir l'autre ou ses enfants de ses conseils, des moi si j'étais à ta place, ou envahir le voisin, pardon, est aussi une des stratégies. Et il y en a beaucoup, mais il y en a une aussi qui est assez fréquente, que nous employons souvent, individuellement ou collectivement, qui est le rôle d'éternelle victime qui finalement délègue à l'extérieur le pouvoir sur ma vie. Car finalement, si ma vie ne prend pas telle route, ou si ça ne se passe pas comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui en empêche. Et il est souvent bien plus simple pour l'ego de ressasser à l'infini nos problèmes que de nous en libérer. Alors ainsi, nous tournons en rond dans le bocal, bien qu'on s'en défende, et on vieillit dans ce bocal en tournant en rond avec les mêmes problèmes, mais en tout cas, on ne grandit pas. Et on vieillit souvent plus vite qu'on ne grandit. Voilà. L'humour, la sincérité, la spontanéité, en toute fraîcheur, sont souvent perdus, car l'ego, car l'ego ne les aime pas du tout.
Voilà. La vie, c'est sérieux, voyez-vous, dit l'ego. Voilà. Et pendant ce temps-là, sur Terre, l'ego qui a pris le pouvoir, il s'occupe. Alors, il constate des problèmes qu'il a lui-même créés et il s'occupe à y apporter des solutions. Le chômage, la pauvreté, la pollution, le Covid, le toit de ma maison, bref, il fait tout ça. Mais déconnecté de sa source, il ne peut ni voir ni résoudre ses problèmes à leur source. Et l'ego maintient très souvent les systèmes qui les ont créés, effrayés à l'idée d'en imaginer de nouveaux et d'inconnus, puisqu'il est plus tourné vers le passé. Ça ne marchera jamais, dit-il. Voilà qu'une manière de se protéger d'aller de l'avant et d'éviter la résilience. Donc, il va traiter ces problèmes à la périphérie, ce qui va permettre aux problèmes de persister dans le temps et à l'ego de se maintenir, car grâce aux problèmes qu'il n'a pas résolus, il peut continuer à s'en occuper. Voilà. Et tout ça avec une certaine bonne conscience, mais je dirais peut-être bien davantage une certaine inconscience. Si c'était l'esprit qui nous habite, l'esprit qui nous anime, l'esprit qui a choisi de vivre cette expérience terrestre et qui est venu dans ce corps, si l'esprit résolvait les problèmes au cœur, alors les problèmes seraient résolus une bonne fois pour toutes. Voilà. Et des dirigeants qui ont ainsi déployé leur leadership sur une conscience fondée sur l'ego, des fois habillés de bons sentiments mais non centrés au cœur, peuvent être nombreux. Alors, leadership, oui. Humaniste, non. L'intention n'est pas si bonne, elle n'est pas si juste que cela. Même si en bonne conscience, on pourrait penser que. Et puis un beau jour, nous, conscience, las de toutes ces mascarades et souffrances, ou parce que c'est la goutte de trop, accident, attentat, Covid, maladie, on perd quelqu'un. Bref, nous, conscience, comprenons ou entendons cette petite voix à l'intérieur qui nous dit que le jeu de l'ego a un coût énorme dans nos vies, dans nos organisations, nos sociétés et pour la planète. Et nous tentons de reprendre le volant de notre vie. Alors notre conscience dit alors au mental, producteur d'ego, ça suffit. Ton pays est une illusion et la souffrance une folie. Je veux quitter ce pays limitant, contraignant, ce mental qui m'épuise, ce monde insensé. Mais comment faire? Alors la conscience universelle dont nous sommes issus nous rappelle le mode d'emploi pour y mettre fin. Elle dit, pour y mettre fin, il y a 3 étapes. Il y a d'abord le début de la fin. Voilà quel est-il. Elle dit, tu dois d'abord être très insatisfait de ce que la conscience fondée sur l'ego a à t'offrir et avoir très envie d'autre chose. Voilà. L'ego ne répond plus à nos besoins, on a fait le tour de ce pays-là. Il faut que ça soit un vrai sincère, ça suffit. Si c'est comme les résolutions de janvier où on se dit bon j'arrête et puis que finalement dès le mois de février ça repart, ça veut dire qu'il n'y a pas une véritable intention de quitter ce monde-là et d'aller mieux. Si par contre l'intention est bonne et que le début de la fin est acté chez nous et que nous le dépassons, alors nous arrivons à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est devenir conscient, consciente que tes liens à la conscience fondée sur l'ego et reconnaître et laisser partir les émotions, les pensées et les actes dans ta vie, dans nos vies, qui vont avec. Ça peut être l'exploration des blessures intérieures, bien sûr, mais l'ego peut aussi prendre le risque de rester bloqué à ce stade parce que explorer ses blessures et s'explorer ses blessures, il y en a comme ça qui peuvent passer des années en psychanalyse, mais ils ne sont pas allés au-delà. Donc, rester bloqué à ce niveau-là est un piège aussi, mais c'est une possibilité. Et si vous dépassez ce milieu de la fin, alors vous pouvez arriver à la fin de la fin. Voilà, la fin de ce monde-là.
Et pour cela, cette troisième étape, c'est tu dois laisser mourir les vieilles énergies qui sont fondées. Pardon, j'ai un petit peu de musique qui vient. Hop, eh bien, écoutez, c'est l'occasion. Voilà, c'était l'occasion de faire un petit peu de musique avant de cette fin. Tu dois laisser mourir ces vieilles énergies fondées sur l'ego à l'intérieur de toi et rejeter ce cocon qui finalement était un endroit où tu t'étais mis pour te protéger de tout ce qui faisait peur à l'extérieur. Et finalement, devenir ce nouveau soi. Voilà. Et là, tu peux créer ta réalité à partir du cœur. Cette réalité, elle est en dehors de nos propres frontières psychologiques actuelles, hein, au-delà. On ne peut pas les connaître encore parce qu'elles ne sont pas accessibles tant qu'on est encore dans ce monde-là. Alors voilà, la conscience se reconnecte à qui elle était vraiment. La goutte d'eau se rappelle l'océan. La goutte d'eau se rappelle l'intention qu'il avait vue naître au monde, ce pourquoi elle s'était singularisée, ce qu'elle était venue vivre et offrir au monde, sa raison d'être, sa mission d'âme. Et cette goutte d'eau réinvestit sa propre lumière originelle, retrouve sa joie de vivre, ce qu'elle était venue faire, et elle rayonne sur terre de sa propre nature, libre des voiles qui masquaient sa lumière. Et c'est ainsi, mais seulement ainsi, qu'elle retrouve sa cohérence d'être, de pensée et d'action. Voilà. Alignée. Pas de cohérence sans reconnexion au cœur. La conscience est redevenue le maître, c'est-à-dire ce grand soi, avec un grand S. Hein, et le mental, producteur d'ego, a repris sa juste place de serviteur, c'est-à-dire un petit soi, c'est-à-dire avec un petit S, mais qui est au service du grand soi, car c'est ainsi qu'il est précieux. Il est l'outil de l'esprit. Et nos vies redeviennent ce qu'elles étaient destinées à être sur Terre, c'est-à-dire une fabuleuse expérimentation du soi dans le monde de la matière. Voilà. Alors imaginez 8 milliards d'humains qui rayonnent de leur propre lumière. Imaginez toutes ces entreprises, ces nations, ces associations, ces communautés, ces organisations qui rayonnent de leur propre lumière. La Terre passerait à un tout nouveau niveau de vibration et ferait ce saut quantique de conscience. À quoi sert la conscience, me direz-vous? À ça, à libérer de la souffrance, à gagner la cohérence. À quoi sert un nouveau monde, questionnerez-vous? À regagner la liberté, la lumière et la joie. Et une lumière et une joie qui sont sans artifice. Hein. Je ne parle pas d'une joie et d'une lumière LED, hein, LED. Voilà. Alors, je finirai ce premier voyage ainsi. Adrien, 22 ans, me disait à ses 7 ans, « Maman, on est beau de sa propre nature. » Oui, et c'est ça. C'est la voie et le parcours leadership humaniste. C'est la vision de ce nouveau monde dont nous sommes tous porteurs au cœur. Voilà. Et ce nouveau monde cherche celles et ceux dont le leadership humaniste va en permettre la naissance, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes capables de reconnecter les têtes au cœur, de grandir et de faire grandir pour rayonner en grand. Alors, je vous invite à revenir sur Terre, revenir dans votre propre corps. Je vais lâcher votre main, que je vais mettre maintenant dans celle de Sophia. Et votre voyage va se poursuivre là, au cœur de vous-même. Merci à Nathalie qui nous a emmenés dans ce beau voyage au pays de l'ego et au-delà. Je suis maintenant votre tour opérateur pour la deuxième partie de votre voyage. Quelle météo est-ce que nous avons observé au pays de l'ego? Je dirais
un temps plutôt maussade, un ciel bas et gris, des nuages de type stratus qui font tomber du crachin cette petite pluie fine et pénétrante qui imprègne tout d'humidité désagréable. C'est la météo habituelle sous ces latitudes. On est dans des contrées mélancoliques. Et vous connaissez ce genre de paysage extérieur et intérieur à donner le cafard. Alors, c'est intéressant de voir ce qu'en disent les spécialistes de la météo intérieure, les experts en neurosciences. Vous en faites toutes et tous l'expérience. Votre esprit pense, sa fonction est de penser, tout comme la fonction de votre cœur est de battre. Les experts dénombrent environ 60 000 pensées par jour, soit une quarantaine par minute, pour 100 000 pulsations cardiaques, soit autour de 70 par minute. Si les pensées et les battements de cœur sont involontaires, on peut cependant les observer, les modifier et, par exemple, les ralentir. C'est le but des exercices de cohérence cardiaque. C'est le but aussi de la méditation qui calme l'emballement du mental. Alors, quelles sont ces 60 000 pensées qui naissent et disparaissent de votre cerveau chaque jour? Je parlais pour commencer de temps maussade et chagrin, vous allez comprendre pourquoi. Selon les neurosciences, en effet, sur les 60 000 pensées que vous produisez en moyenne par jour, 48 000 sont négatives, soit 80%. Il ne reste plus que 12 000 pensées positives par jour. Les psys américains ont trouvé un nom imagé pour ces 48 000 pensées négatives. Ils les ont baptisées « killing ants », des fourmis tueuses. Et l'acronyme ANT, A-N-T, correspond en anglais à Automatic Negative Thoughts. Ce sont ces pensées automatiques qui viennent à l'esprit involontairement et sont capables de littéralement ruiner une journée. Les fourmis tueuses vous rongent les neurones de l'intérieur. Et à quoi ressemblent ces pensées négatives? Elles se présentent chaque fois que vous vous dites « je n'en peux plus de cette personne, elle me rend folle, j'en ai marre de me faire marcher sur les pieds sans arrêt. Une fois de plus, je me suis fait avoir, c'est au-dessus de mes forces, je n'y arriverai jamais, je ne vais jamais pouvoir le faire, c'est bien trop difficile, je n'ai aucune chance d'y arriver. C'est sûr, je lui ai déplu, j'ai fait une très mauvaise impression, personne ne m'appréciera jamais, etc., etc. Dans ces ruminations qui représentent 80% de vos pensées quotidiennes, il y a les pensées automatiques que vous ne remarquez pas forcément, et puis d'autres, accompagnées de colère, de peur, de doute, de manque de confiance, qui se reflètent dans votre discours interne négatif et parfois dans des symptômes corporels qui peuvent être très désagréables et qui sont provoqués par les hormones de stress comme l'adrénaline ou le cortisol, sous forme de transpiration des mains, de rougeur au visage, de sueur froide, de sensations de boules à la gorge ou au ventre, d'oppression thoracique, etc. Alors, ces fourmis tueuses, les pensées négatives et la sécrétion d'hormones corrélées sont caractéristiques de la population des habitants du pays de l'ego. En France, on a un nom, on les appelle les TPMG, TPMG, tout pour ma gueule. Et de l'autre côté de l'Atlantique, on dit les I am, it's all about me. Notre époque est parfois décrite comme celle du nouveau temps sociétal des TPMG. Et les conditionnements socioculturels ont poussé si loin l'individualisme qu'en mode TPMG, nous percevons l'autre d'abord selon nos intérêts personnels, avant même d'arriver à le percevoir comme un frère ou une sœur en humanité, comme si nous avions oublié l'universalité de la condition humaine et de notre destin commun, de notre interdépendance fondamentale sur la planète mère. Cette attitude autocentrée est cause d'échecs dans notre vie personnelle
et aussi dans notre aventure collective, au point de compromettre aujourd'hui l'avenir de l'espèce humaine. Car pour les TPMG français ou les IAM anglo-saxons, la règle d'or est que le collectif doit servir ses intérêts privés. En 2021, l'individualisme TPMG submerge nos sociétés via les réseaux sociaux où la mise en scène de soi est permanente et via des modes de consommation qui épuisent la planète. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas toutes et tous des TPMG en chef, du style Donald Trump, Elon Musk ou Jeff Bezos. Mais avec 80% de pensées négatives par jour, vous souffrez du syndrome de l'ego qui ramène à soi le monde entier et qui tente d'avoir toujours raison, d'avoir toujours plus que les autres. C'est intéressant d'aller voir ce qu'il se passe dans le cerveau en mode TPMG. Le mode TPMG, c'est celui du cerveau reptilien surstimulé par l'inquiétude et l'insatisfaction chronique. Il n'arrête pas de se demander, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que j'ai accumulé assez pour mon avenir? Et face à autrui, le cerveau reptilien TPMG est par défaut sur la défensive en mode de compétition. Cette personne, est-ce une amie? Une ennemie? Est-ce que je dois fuir? Me soumettre? Attaquer? Qu'est-ce qu'un tel, une telle a de plus, a de mieux que moi? Mais en même temps, ce qui se passe dans la tête n'est pas si simple, car à l'opposé du cerveau reptilien, le cortex est, lui, en capacité de raisonner. Cette personne a autant de valeur que moi, même si elle est différente, pense notre cortex. Je suis capable de lui vouloir du bien et d'agir pour son bien, de manière altruiste et désintéressée. Le cortex gère ces processus d'ouverture du cœur, d'éthique, de compassion. Mais le cortex est à la fois sous emprise du cerveau reptilien archaïque et aussi formaté par un conditionnement social basé sur la concurrence et la rivalité de tous contre tous. Donc cela crée des dissonances douloureuses et il y a un vrai travail de conscience à effectuer pour progressivement convertir les biais individualistes nuisibles à soi et à autrui en schémas de pensée altruiste, se traduisant en actions de solidarité, de responsabilité bénéfique à tous, à commencer par soi-même. Et c'est avec ce travail de conscience qu'un voyage très intéressant commence. Et que nous pouvons vraiment quitter le pays de l'ego, et c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui, se libérer de l'ego. Alors, à ce sujet, je voudrais insister sur le fait que pour quitter le pays de l'ego, il vaut mieux ne pas partir en guerre contre l'ego. Ça serait le meilleur moyen de rester prisonnier d'un conflit entre soi et soi. De même, on ne met pas fin aux pensées négatives en les combattant, en se bagarrant contre la colère, la peur, la haine de soi ou des autres. On ne fait que les renforcer, les amplifier. C'est une bataille perdue d'avance, c'est un processus d'autodestruction, d'autoblocage assuré. Alors, quelle solution? La solution est de prendre conscience de ces processus mentaux, les observer pendant un certain temps. Si vous n'êtes pas familier de l'introspection, ce que je suis en train de vous dire peut d'ailleurs susciter en vous des doutes, de l'incrédulité, jusqu'à ce que vous preniez le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous et de constater qu'en effet, la majorité, plus de la moitié de vos pensées sont négatives. Et cette prise de conscience vous engagera alors à vouloir y remédier, changer quelque chose. En approfondissant, vous comprendrez que l'ego est la part blessée de vous-même dans le processus d'individuation qui est un chemin de séparation originelle. Il faut apprendre à regarder l'ego avec amour et avoir de l'autocompassion pour trouver la voie de la réconciliation avec soi, qui est aussi voie de réconciliation avec autrui et avec le monde. C'est d'ailleurs ce à quoi je vous invite. Il est temps de changer de paysage. Vous avez exploré le pays de l'ego, son ciel maussade, ses formes mutueuses et ses TPMG.
Je vous propose d'aller respirer maintenant un autre air avec une petite méditation guidée. Donc, je vous invite à vous redresser, le dos droit dans une posture soutenante mais pas rigide, les épaules ouvertes. Concentrez-vous sur le mouvement source de la vie, votre respiration. Prenez conscience du contact de l'air qui entre à travers vos narines, puis passe dans l'arrière-gorge et descend dans la trachée. Sentez votre diaphragme qui s'abaisse, la cage thoracique se soulève à l'inspire, puis le diaphragme remonte sur l'expire, le ventre se creuse légèrement, les poumons se vident. Laissez-vous porter par ces sensations physiques, des vagues montantes et descendantes de votre respiration. Réalisez que l'air que vous inspirez contient l'oxygène produit par la végétation terrestre et rejeté par le phytoplancton des océans, les algues et les cyanobactéries des lacs et des mers du monde. Vous respirez les forêts de la planète, de l'Amazonie au Grand Nord, de la Sibérie à l'Indonésie. Et les forêts de la planète vous respirent. Elles absorbent le gaz carbonique que vous expirez et qui vient nourrir leur croissance. Vous respirez aussi les mers, les océans de la planète. Les océans, les mers du globe vous respirent à leur tour. Et cette grande réciprocité, cette circulation de l'énergie de la vie en vous, à l'extérieur de vous, à travers vous. Et je vous invite aussi à écouter votre respiration et la fabuleuse histoire de la vie qu'elle vous raconte silencieusement. Car à chacun de vos souffles, vous revivez la grande histoire du cosmos. Vous fixez l'oxygène grâce à la molécule Mb, dont est constituée l'hémoglobine, qui a en son centre un atome de fer. C'est cet atome de fer qui fixe la molécule de dioxygène et donne sa couleur rouge à votre sang. Cet atome de fer, il provient de l'explosion d'une supernova qui précéda notre Soleil et que les Aztèques appellent Coatlicue, la mère du Soleil, car elle donna naissance à un nuage moléculaire géant au sein duquel se forma notre système solaire. C'était il y a 4,5 milliards d'années. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Ce sont 4 grammes de ce fer cosmique qui transporte aujourd'hui l'oxygène nécessaire à la vie dans votre sang. Vous fixez dans vos globules rouges l'énergie du système solaire et de la Voie lactée qui entraîne le vaisseau Terre à plus de 2 millions de km/h à travers l'espace. Je vous invite donc à expérimenter en conscience la totalité de la vie dans votre respiration. Sur l'inspire, vous recevez le don de la vie infinie. Et à l'expire, vous faites l'offrande de la vie infinie à travers votre souffle.
temps de laisser s'installer dans votre conscience, dans votre ressenti, dans vos sensations corporelles, cette générosité du don de la vie. Savourez dans vos respirations la totalité de la vie, en pleine conscience, c'est-à-dire en prenant conscience de votre ressenti et de son impact sur votre corps à cet instant. À chaque fois que vous inspirez, imaginez que vous faites rentrer au plus profond de vous le don de la vie. Faites-le descendre au plus intime de vous-même. Et à chaque expiration, faites l'offrande de votre souffle à la vie infinie. Votre respiration devient une communion avec le cosmos. Je vous engage à rester le plus souvent possible en compagnie de votre respiration consciente. Et vous pouvez le faire dans toutes les situations. Vous n'avez pas besoin d'être assis sur votre coussin ou ou chez vous. Vous pouvez faire ces respirations conscientes, accueillir le don de la vie dans les transports, dans une file d'attente, chaque fois que vous en ressentez le besoin. Partez dans ce voyage qui vous emmène loin du pays de l'ego limité, de ses conflits, de ses souffrances. Alors, qu'est-ce qui est induit à travers cette expérience lorsque vous respirez la totalité de la vie? En fait, vous transformez votre processus d'identification. Votre identité n'est plus limitée à la bulle de votre ego, parce que vous intégrez dans chacun de vos souffles le lien organique avec le monde, avec autrui et avec toutes les formes de vie. Vous réalisez que l'univers se réfléchit à travers vous, que l'univers vibre à travers vous. Tout comme les étoiles, les animaux, les plantes, vous êtes des reflets et des vibrations de conscience dans un corps que traverse la totalité du vivant. En réalisant cela, en l'intégrant dans votre conscience et dans vos cellules, à travers vos respirations conscientes, vous goûtez un immense sentiment de sécurité intérieure. Toute l'énergie que vous mettiez à surprotéger votre ego dans sa forteresse, vous la mettez à créer des liens et à aimer. Et ainsi, vous devenez réel, car l'illusion de l'ego séparé du reste du vivant génère un porte-à-faux avec vous-même et avec le monde. Tant que vous restez dans l'ego, dans ce petit périmètre, vous n'incarnez pas pleinement votre réalité. Vous assumez des identités empruntées qui vous demandent beaucoup d'efforts pour tenter de paraître un personnage, des personnages que vous n'êtes pas. Alors évidemment, au pays de Descartes, on vous a appris à vous identifier à l'ego qui conditionne votre culture, qui conditionne vos modes de consommation, qui conditionne votre destin. Je pense, donc je suis, disait le philosophe, dont la théorie fut révolutionnaire, certes, au XVIIe siècle. Mais avec sa théorie du sujet pensant
et des animaux machines, il sépara l'esprit et le corps, la nature et la culture. Ce fonctionnement de pensée dénaturée légitima une idéologie et une économie de prédation du vivant, aboutissant à l'épuisement de la biosphère dont nous sommes contemporains. Alors, si au lieu de dire « je pense, donc je suis », vous disiez « nous sommes, donc je suis ». Nous sommes donc je suis, c'est le fondement de la sagesse africaine Ubuntu à dimension universelle. Une telle dimension d'humanité se caractérise par l'ouverture et la disponibilité à autrui. Elle rejoint la position du Dalai Lama qui appelle à reconnaître que l'humanité est une, au sens où elle a un destin commun avec toutes les formes de vie qui partagent l'existence terrestre. Je dis volontiers que nous ne sommes pas une personne parmi 8 milliards d'autres, mais 8 milliards d'autres en une personne. Chacune, chacun de nous est toute l'humanité. Nous ne sommes pas un vivant parmi tout le vivant, nous sommes tout le vivant. Chacun, chacune de nous est tout le vivant. Et je voudrais qu'on expérimente cela ensemble, car ce ne sont pas des formules. Ce sont des mots qui désignent une réalité expérientielle qu'on découvre à travers des méditations très simples, où l'ego cesse d'être un adversaire et devient un allié, un ami. Et en fait, on va utiliser le mode de raisonnement analytique de l'ego qui sépare, qui découpe, qui dissèque, pour l'inverser, inverser ce fonctionnement en tissant des liens et des interconnexions au cœur du vivant. Car l'ego, il sait aussi faire cela. Et encore une fois, j'insiste, l'ego n'est pas votre ennemi, parce que l'ego fait partie de vous. Et vous ne pouvez pas avoir une partie de vous qui serait votre ennemi. Le problème, ce n'est pas l'ego en soi, mais la place qu'on lui a laissé prendre. Et on peut apprendre, grâce à l'ego, à unir nos pouvoirs psychiques en les équilibrant et en les renforçant pour atteindre ce que l'on appelle la personnalité transcendantale ou le soi intérieur. On parle aussi, Nathalie parlait du grand soi avec un grand S. Il y a plusieurs types de méditation et là, je vais proposer maintenant une courte méditation qui sera justement une méditation analytique. Et je vais vous inviter à examiner votre situation ici et maintenant, à cet instant même où je m'adresse à vous via vos écrans. Vous êtes actuellement assis à un bureau, j'imagine, ou à une table, sur une chaise ou un fauteuil, face à votre ordinateur. Alors demandez-vous, d'où proviennent les objets qui m'entourent? Le bois, par exemple, qui fournit la matière de votre bureau, de votre siège, il provient d'arbres qui grandirent à partir de graines transportées par le vent, transportées par des oiseaux, et cela bien avant votre naissance. Dans la forêt d'une contrée lointaine, arrosée par les nuages, nourrie par photosynthèse et par absorption des nutriments du sol. Ces arbres furent un jour abattus par des bûcherons, transportés dans une scierie où des ouvriers les ont découpés en planches puis ajustés pour former votre bureau, votre chaise, votre fauteuil. D'autres ouvriers se sont chargés des finitions, puis vos meubles ont été transportés, entreposés, vendus, livrés. Imaginez le nombre de personnes impliquées dans tous les objets de ce quotidien qui vous entoure. Des milliers d'anonymes que vous ne rencontrerez jamais contribuent en ce moment même à votre confort, à votre bien-être. L'écran sur lequel vous êtes connecté a nécessité combien d'interventions? Depuis la collecte des matériaux de ces différents composants, une collecte souvent suspecte en ce qui concerne les conditions de travail, la pollution des sols, des sources, etc., jusqu'à l'assemblage par des milliers de mains
qui a requis les efforts, l'attention, l'intelligence d'ingénieurs, de savants, d'ouvriers sur une chaîne de production pour aboutir à cet ordinateur indispensable qui nous procure tant de facilités. C'est ensuite via les satellites, les récepteurs, les réseaux câblés et donc encore la contribution de milliers de personnes que nous sommes à présent connectés. Réalisez que tous les objets de votre quotidien sont issus de l'intérêt planétaire qui lie votre existence à l'existence des minéraux, des végétaux, des animaux et des humains dont vous êtes contemporains, et aussi de toutes les générations d'humains innombrables qui vous ont précédés, qui ont investi leur créativité, leur génie, leur amour, pour vous procurer ces outils de communication extraordinaires. Pour intégrer cela et pour conclure, je vous invite une nouvelle fois à revenir au mouvement source de la vie, à votre respiration. Inspirez, entrez en contact avec vos narines, avec vos poumons, avec votre diaphragme. Goûtez la pause entre inspire et expire, puis expirez. Entrez à nouveau en contact avec vos poumons qui se vident, votre diaphragme qui remonte, votre ventre qui se creuse. Goûtez la pause avant la nouvelle respiration. Vous êtes corps et âme traversés par la pulsion de vie qui parcourt la planète, qui parcourt le cosmos au plus intime du souffle, de tout ce qui est, de tout ce qui fut, de tout ce qui sera. Associez à votre souffle de la gratitude envers les anonymes qui vous donnent tant de confort, tant de facilité à chaque instant. Intensifiez votre gratitude, parce que ce n'est pas facile peut-être au début d'avoir de la gratitude pour des personnes inconnues. Alors intensifiez votre gratitude en pensant à un être cher qui vous a offert un objet posé sous vos yeux en ce moment. Ou bien avec un être cher qui, dans le cours de cette journée, a échangé avec vous un geste de tendresse, une conversation amicale. Éprouvez de la gratitude envers cette personne. Ça peut être aussi, il peut s'agir aussi de votre animal de compagnie. Je propose qu'on se relie également entre nous, participantes et participants à cette rencontre dans laquelle Nathalie a mis une très belle énergie pour nous réunir. Prenons le temps d'éprouver, de goûter, de savourer cette gratitude que nous nous offrons à tous, connus et inconnus. Comme précédemment, prenons conscience de l'état de notre corps à cet instant où nous sommes dans la gratitude. Si notre esprit s'échappe de ce ressenti de la gratitude, nous le ramenons dans la gratitude en faisant venir à notre conscience des personnes, des êtres pour lesquels nous éprouvons de la gratitude.
Et ressentons le bien-être qui naît de cette expérience de gratitude. En ce moment où notre cerveau sécrète des hormones qui viennent imprégner chacune des cellules de notre corps de bienveillance. Et à chaque inspire, faisons entrer au plus intime de nous la gratitude et la bienveillance qui lui est associée. Et à chaque expire, offrons notre gratitude et notre bienveillance à tous. Je vous invite maintenant à concentrer votre gratitude et votre bienveillance au centre de votre poitrine, sur votre cœur énergétique. Expérimentez votre présence de cœur et d'amour en unité avec tous les vivants. Respirez l'unité profonde qui vous relie à tous les êtres. Goûtez l'énergie de paix, la sécurité, le bonheur qui naît de réaliser qu'une même essence rayonne au cœur de vous et au cœur de tous les êtres humains et autres qu'humains. Réalisez qu'exister, c'est coexister. Réalisez que vivre vraiment, c'est aimer. Et maintenant, imaginez qu'à votre cœur, vos mains croisées forment une colombe de paix et d'amour. Vous allez décroiser les mains, ouvrir les bras, former un cœur de paix et d'amour dédié à tous les êtres. La colombe qui s'est envolée a emporté vos pensées de paix et d'amour vers les participants à cette rencontre, vers vos proches, vers les personnes aimées, vers toutes et tous. Ainsi se termine le voyage qui vous a conduit au cœur de vous-même, au cœur de la vie, au cœur de l'amour. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment. J'espère qu'il vous a fait du bien. Merci beaucoup, Nathalie. Merci Sophia. Merci à vous tous et toutes. Nous, bien sûr, nous vous invitons à réouvrir les micros et les vidéos. Bonsoir Anne, bonsoir Sylvain. Je ne vois pas toutes les vignettes, mais bonsoir à toutes et à tous qui êtes ici. On ouvre un espace pour le temps souhaité, 20 minutes, 25 minutes. Bonsoir Brigitte. Et pour à votre service, si vous souhaitez bien sûr échanger sur peut-être ce qui vous est le plus difficile pour vous aujourd'hui par rapport à l'ego dans vos vies, ou personnelles ou professionnelles, ou des questions que vous aimeriez poser à Sophia, à moi-même,
pour être nourri un peu plus sur ce sujet. Ou voilà, ce temps vous appartient et nous sommes à votre service. Oui, Anne. J'avoue que bon, je suis encore dans le voyage. C'est pas forcément aisé là d'échanger là tout de suite en fait, pour ma part. Voilà, d'une part. J'avais néanmoins quand même une question. Peut-être Sophia ou vous Nathalie, à un moment donné, c'est Sophia qui en a parlé sur le fait des pensées négatives qu'on générait énormément. Et j'avais assisté il y a quelques années à une conférence de Christophe André, en fait, sur la psychologie positive. Et il évoquait en fait ce truc que bon, et que en fait c'était enfin pour générer du positif. En gros, il fallait le voir comme un entraînement au quotidien, comme un sport, et qu'il fallait donc enfin, il y a qu'à Foucault, je l'exprime mal, mais à un moment donné, c'est cette prise de conscience pour générer du positif de plus en plus tous les jours, quoi. Et en fait, c'est ça que j'avais envie de vous poser comme question. Comment on fait, d'après vous, enfin, où est-ce que vous rejoignez ce que j'ai essayé d'exprimer pour générer ce positif, en fait? Ça tourne autour de... Parce que ce que j'avais compris, c'est que on était, je veux dire, c'était pas, enfin, naturellement, oui, on se crée ces pensées-là, ce que nous disent les neurosciences, etc. Mais à un moment donné, pour s'en sortir, il faut bien, il faut bien faire autre chose. Donc, c'est quoi les conseils des experts que vous êtes? Sophia, vas-y, la question t'est posée. D'accord. Oui, alors Christophe André est médecin, psychiatre. Donc, il sait parfaitement que ces émotions négatives, d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que les Américains, les psychiatres américains les appellent des fourmis tueuses, parce que littéralement, c'est vraiment catastrophique pour l'immunité, notamment, et ça raccourcit aussi notre durée de vie. Enfin, voilà, c'est tout ce qui est la gestion du stress, et lui, c'est un spécialiste de MBSR. Donc, c'est cette méditation de pleine conscience qui, depuis maintenant 2 ou 3 décennies, a montré qu'elle était efficace. Et c'est toujours important de retrouver en soi un espace de paix, cet espace de paix, de bienveillance envers soi, bienveillance envers les autres. Et donc, c'est vrai que ça ne nous apparaît pas forcément parce qu'on est en quelque sorte aussi génétiquement programmé par toute notre évolution à être beaucoup plus attentif à ce qui ne va pas qu'à savourer précisément et à être capable d'apprécier au contraire tout ce qui va bien. Il y a une jolie image d'un psy américain, il dit qu'on est comme du velcro pour le négatif et comme du téflon pour le positif. Et donc là, c'est se réapproprier en fait toutes les joies et les bonheurs qui sont parfois tout simples de l'existence. Pourquoi est-ce que une contrariété va nous occuper, nous obséder, alors que nous n'allons pas nous réjouir du ciel bleu, si on est dans la nature, aussi d'un paysage, d'une marque d'affection. Pourquoi ça va apprendre donc à reconnaître aussi, ça c'est important, observer le fonctionnement de son esprit, donc justement comment ça marche, qu'est-ce qui se passe quand je suis dans ces pensées obsédantes, qu'on dit négatives, pourquoi? Parce qu'en fait elles sont autodestructrices du bien-être, même du confort émotionnel. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Être capable de devenir témoin de ce qui nous arrive. Et là on se rend compte, mais oui, j'ai le choix.
C'est-à-dire que ou bien je vais me laisser entraîner par la peur, le doute, le manque de confiance en soi. En plus, notre cerveau, il est vraiment très doué pour mettre en scène, pour créer des scénarios. On dit que mais il y a 80%, 90% des peurs que l'on a qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, on superimpose, on projette toute cette énergie de peur qui, dans l'histoire de l'évolution, nous a aussi protégés parce qu'on a vécu dans des époques de grands dangers. Aujourd'hui, on a un plus grand confort matériel. Alors, ce n'est pas le cas en ce moment, hein, parce qu'avec ce qui se passe, on revient justement à ces scénarios assez effrayants. Mais même au milieu de tout ça, donc c'est vrai, quand Christophe André parle d'entraînement, il en parle et donc lui, c'est un médecin, un laïc, mais les maîtres de méditation disent la même chose. Il y a une grande différence, c'est que Christophe André va vous dire 10 minutes, 5 à 10 minutes par jour pendant 3 semaines, en général, hein, c'est 21 jours. Ça va vraiment changer votre paysage mental. Si vous allez voir des maîtres de méditation, eux, ils vont vous dire il faut 30 ans, 6 heures par jour. Oui, c'est ça. Et encore, ce n'est pas garanti. Ils ne visent pas la même chose. Hein, les maîtres de méditation, ils visent l'éveil. Donc, c'est un niveau de conscience, évidemment, qui est particulier. Les psychiatres, les psychologues, la pensée positive, etc., ils veulent juste que finalement nous libérer des plus grands conflits, des tensions qu'on a, des dissonances. Et dans l'époque qu'on vit, c'est terrible. La dissonance cognitive est vraiment un mal du siècle. Et ça, c'est vraiment un entraînement. Le Dalai Lama, d'ailleurs, est complètement d'accord avec ça. Lui, il parle de l'hygiène des émotions. Et il dit, de même que vous vous lavez les dents, que vous prenez des douches, mais pourquoi est-ce que vous n'observez pas votre esprit? Pourquoi vous n'essayez pas de regarder ce qui se passe et d'essayer d'y remédier? Donc, d'arriver à cette lucidité qui peut changer votre vie, effectivement. Et donc, pour ça, c'est vraiment ces méthodes très simples. Et la première étant donc l'auto-observation. Et j'ajouterai l'auto-observation avec amour et compassion. On n'a aucune raison de se détester. Et là encore, on a grandi et on vit dans une culture de la détestation de soi, enfin à tous les niveaux. Il faut toujours être ce qu'on n'est pas, quoi. Ça a commencé à la maternelle ou même dans le noyau familial, et puis toute la vie. Et puis donc, on s'est mis à fonctionner comme ça. Donc, il y a tout ce travail à faire avec soi-même. Et si on arrive à le faire justement avec bienveillance, c'est pour ça que j'ai essayé, alors bon, c'est très rapide, hein, moi en général c'est sur un week-end que je fais ce que j'ai concentré là en une demi-heure, mais d'arriver à trouver cet espace de bienveillance et de se rendre compte que cet ego qu'on présente comme un ennemi, en fait il est là pour nous aider. Si on le lui demande gentiment, il va être capable de nous aider à progresser. Il y a dans le mot bienveillance qu'utilise Sophia, bienveillance, moi je trouve qu'un des exercices, si on voulait réduire le champ des exercices sportifs à faire pour les pensées positives, si on s'occupe déjà de soi, et bienveillance, c'est bien voir. Et c'est aussi voir le bien, c'est-à-dire la vision juste aussi. Et si on voit le bien en soi, et qui suppose d'enlever aussi cette dimension de critique sur j'ai mal fait, j'aurais pas dû, j'aurais dit ceci, etc. Mais être à l'aise avec ça, donc on navigue à côté, comme dit Sophia, il n'y a pas de combat entre ça, mais déjà voir le bien, voir tout ce qu'il y a de bien en soi, c'est déjà une manière de commencer la journée ou de traverser la journée avec cette joie et qui du coup, j'ai envie de dire, la bienveillance du coup vers l'autre n'est pas entre guillemets à travailler, elle est de facto, elle se fait parce que il est assez difficile ou bizarre d'être bienveillant avec les autres sans l'être avec soi. Enfin, il y a quelque chose qui peut pas coexister. C'est quelque chose, voilà. Donc, sans parler de religion, parce que je suis pas là-dedans, mais il y avait cette phrase « charité bien ordonnée commence par soi-même », mais je dirais la bienveillance pour soi,
C'est déjà une base de tout. Ouais. Et il y a eu beaucoup, alors il y a des exercices pratiques comme ça, mais il y a beaucoup de vidéos sur les affirmations positives qui existent, enfin des choses qu'on peut se passer aussi le matin si on a envie, ou le soir en dormant, parce que comme ça le mental, on le reconditionne autrement, mais qui nous amène à la méthode Coué, mais qui nous amène du coup à pointer du doigt tout ce qu'il y a de beau, ou comme dit Sophia, bah, finalement voir le ciel bleu, alors plutôt que d'être ennuyé par le fait, tiens, il n'y avait plus de thé ce matin, j'ai oublié d'en acheter au supermarché hier, ça m'énerve, etc. Enfin, toutes ces choses-là, et du coup, dans ces 80% de pensées que nous avons qui ne sont pas bonnes, comment on peut les remplacer en mettant à chaque fois des pensées positives, 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 quoi. S'aimer, oui, s'aimer. Mais qui n'est pas le aimer égotique du je suis la plus belle ou machin, etc. mais qui est s'aimer, s'aimer, voilà. S'aimer comme un S'accepter. être Ouais. vivant. Être son meilleur ami, comme on dit, ou être sa meilleure amie, c'est ça. Ok. Merci beaucoup à toutes les deux. Bah, quitte à voyager avec soi, il vaut mieux. Hein, parce que Vaut mieux. le voyage est un peu long. Oui, c'est ça, on en a pour un bout de temps. C'est clair. Merci Anne. Merci pour vos 2 témoignages. Bonsoir Sylvain. C'était un bon voyage. J'aurais eu du mal aussi à prendre la parole tout de suite, le temps que je remonte. Moi, j'ai une question, c'est est-ce qu'il y a des colères saines, ou est-ce que c'est considéré comme des pensées négatives ou quelque chose de négatif? C'est une question qui me vient là. Euh, je pense à 2 situations par rapport à ça. Je pense à une fois où je me promenais avec mes parents, et on était en plein Annecy. Il y avait une personne en difficulté, je pense à une personne sans abri, et ça passait, tout le monde passait en indifférence, et ma mère, j'ai senti sa colère intérieure, et dit c'est pas possible que personne ne réagisse, et elle est allée voir cette personne pour savoir si elle avait besoin d'aide, de quelque chose, parce qu'elle n'arrivait pas à se tenir debout en fait. Donc je pense à ça en me disant, mais Y a-t-il dans des l'indifférence et un peu anesthésié aussi, parfois je vais prendre un peu le contre-pied, même si je partage, enfin plus que ça, tout ce qui est dit, mais peut être anesthésié à vouloir tellement voir le bien qu'on ne voit plus aussi ce qui va mal. Et l'autre situation d'actualité, alors j'ai pas suivi, mais j'ai entendu parler de la colère des généraux là, par rapport au fait, voilà, je dis tiens, on leur demande en gros de se taire. Voilà. Est-ce qu'il y a des colères saines, ou est-ce que la colère est liée à l'ego en fait, est une conséquence de l'ego? Voilà, ma question. Sophia, je commence ou tu veux commencer? Comment? À la parole, donc peut-être continue. Oui. Oui. Alors, des fois, moi, je distingue ce qui peut être l'émotion de l'émotionnel aussi. Les émotions sont un excellent GPS terrestre. L'émotion, elle nous dit quelque chose. Et si on est dans un extrême d'émotion, à ce moment-là, il y a de l'émotionnel, et là, pour moi, on est plus dans une dimension d'ego. Donc, penser que l'on est quelqu'un, comment dirais-je, j'aime pas le mot d'équilibré, de quelqu'un en paix, parce qu'on n'a plus aucune émotion. Je l'ai souvent cru au départ quand j'ai croisé le bouddhisme assez jeune, parce que comme j'étais pas née dans un pays bouddhiste, il fallait que j'apprenne par moi-même avec le peu d'informations que j'avais. Mais ne pas être dépendant de ses émotions ne veut pas dire qu'on n'en a pas, puisque de toute façon, on est des êtres sensibles. Donc, voilà. Et d'autre part, là où l'émotion est un très bon GPS, et pour revenir à la colère dont tu parles, Sylvain, si nous n'avions aucune émotion,
Alors déjà, je ne sais pas si la compassion, mais ça, Sophia répondra beaucoup mieux que moi là-dessus, je ne sais pas si la compassion serait possible, et je ne sais pas non plus si la mise en action positive serait possible, parce que la colère vient nous indiquer à un moment donné que où on a trop supporté, où ça c'est inadmissible, où il y a des choses qui ne sont pas bonnes, et donc elle nous pousse finalement à nous mettre en action vers quelque chose qui nous permettrait d'aller vers un stade d'éveil, de bien-être et collectivement supérieur. Donc moi j'ai souvent vu, quand on est dans la tristesse, souvent c'est que quelque chose est presque abandonné des fois, hein, je ne veux pas généraliser, et la colère, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est prêt à réagir aussi, et du coup à se mettre en action peut-être pour se libérer d'énergie négative ou faire quelque chose, ou libérer d'énergie négative un secteur, une activité, un domaine où ça ne va pas du tout. Donc, moi, je fais cette distinction émotionnelle et la colère. Alors, pas si c'est une colère dévastatrice, mais la colère dans la mesure où elle est une émotion constructive qui va vers plus de lumière, il me semble qu'elle est positive. Oui. Tu as terminé, Nathalie? Oui, je t'en prie, Sophia. Voilà. Moi, j'ajouterais, ça m'a beaucoup éclairé en fait à ce sujet. C'est Gandhi. Alors Gandhi, c'est justement l'apôtre de la non-violence. Et il dit qu'une colère est saine et qu'elle est justifiée dans la mesure où elle n'est pas accompagnée de violence. Donc, si on arrive à associer la colère avec ahimsa, la non-violence, au contraire, ça va nous pousser à l'action, et l'action, elle est complètement légitime dans des situations d'injustice. Donc, dans ce point de vue-là, oui, la colère est saine. Et donc, dans la mesure où c'est une colère non violente, ici, ça veut dire que l'objet de la colère, ça ne va pas être la personne qui a commis cette action répréhensible, mais ça va être l'action elle-même. Et ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire que on va pas se concentrer, l'objet de notre colère, ça ne va pas être une personne, où là, cette colère, elle deviendrait automatiquement violente et destructrice de cette personne, mais ça va être une colère qui va être dirigée sur une situation ou sur une action qu'il faut réparer. Donc, ça se rapproche, on pourrait dire, de l'indignation. Et l'indignation, elle a une vertu, c'est une valeur. Et je ne pense pas que la psychologie positive, ou alors ce serait vraiment une déviance, si elle nous disait d'accepter l'inacceptable. Mais simplement, après, face à l'inacceptable, donc ne pas développer ces comportements de colère, et du coup, on va être dans des stratégies de réparation, de guérison, de reconstruction, de réconciliation aussi. Et ça va nous éviter cette impasse de la colère dans laquelle on risque de se fourvoyer, parce que si on est en colère aussi contre quelqu'un, cette énergie de colère, elle se retourne également contre nous. Et ça crée ce cycle de la haine qui ne permet pas justement de redresser une situation, ou qui va recréer une autre situation, peut-être même pire que celle qu'il y avait. Donc voilà, moi j'ai trouvé très éclairant cette approche de Gandhi sur le sujet de la colère, et que la colère n'est pas... donc en soi, ça dépend comment on la dirige. Voilà, comment on dirige cette énergie de colère. Merci, c'est très éclairant, Nathalie et Sophia. Merci. Moi, je veux bien dire 2 mots. Oui, Brigitte. Déjà, je vous remercie toutes les deux pour ces apports, et voilà, c'était très intéressant. Je remercie aussi Sylvain pour avoir posé la question sur la colère, parce que du coup,
j'ai trouvé que l'apport qui avait été fait était très éclairant aussi. Bon, je reste avec beaucoup de questions à ce sujet-là, mais voilà, c'était très éclairant. Moi, j'ai vécu ce voyage pas très confortablement, mais c'était essentiellement dû au fait que j'ai un problème de nerf sciatique, là, donc régulièrement, il venait me chercher. Fait que je devais faire un effort pour rester bien en lien avec moi-même et descendre au plus profond. J'ai pas de questions précises, mais ce que je voulais partager avec vous, c'était la question de la méditation qui peut transformer des situations, et en lien avec ce qui a été dit sur la première question, ce que j'ai constaté, c'est que quand je mettais en place des cycles de 21 jours notamment, et que je m'y tenais, c'est 20 minutes ou 30 minutes, c'est que ça transformait les choses en profondeur. À l'extérieur, les choses étaient toujours les mêmes, mais moi, je les voyais plus avec le même regard. Et que je suis là, quand je vous parle, je suis très profondément habitée et ancrée. Il se passe quelque chose au fond de mon cœur là qui est très enveloppant, et qu'en fait, c'est ça qui rendait les choses belles. J'étais pas dans l'angélisme, ni dans une volonté de vouloir voir les choses belles. C'est que ces temps de méditation quotidien rendaient les choses belles. Voilà, enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. J'avais envie de dire que c'était pas quelque chose de l'ordre d'une volonté, mais c'est quelque chose qui s'infiltrait petit à petit au fond de moi et qui donnait à voir la beauté du monde au travers de moi. Et que je regrettais souvent profondément de ne pas pouvoir être connectée tout le temps comme ça, parce que je vis ces 21 jours, et puis après, parfois je m'arrête, et puis j'ai du mal à y retourner dans cet état où je me sens très profondément sereine et reliée. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à en dire, j'avais en tout cas envie de partager ça avec vous. C'est un beau partage. Merci, Brigitte. Brigitte, vous ne l'avez pas demandé, mais peut-être que c'était au fond une demande implicite quand vous avez parlé de votre sciatique. Parce que là, il y a un vrai bénéfice de la méditation, dans la mesure où on se centre dans une énergie. On a parlé de bienveillance, si possible aussi d'amour. Et à ce moment-là, vous pouvez diriger cette énergie, enfin, peut-être vous le faites, sur la partie du corps douloureuse, en l'occurrence. Là, c'est au niveau des lombaires, j'imagine, dans cette zone-là. Et de bien concentrer donc, au niveau du cœur toute cette énergie de gratitude, de bienveillance. Et ensuite, de l'accompagner vers comment dire, avec une visualisation par exemple lumineuse, de lumière dorée ou de lumière blanche, et de vraiment venir complètement baigner cette partie du corps, parce que le corps et l'esprit sont tellement liés, et le corps il entend, et quand vous, ne serait-ce que d'avoir l'intention de faire du bien à cette partie du corps, ça libère aussi des mémoires qui peuvent être enfermées, des blocages, et ça peut être vraiment très, très réparateur. Oui, je n'ai pas pensé, mais je connais, mais je n'ai pas pensé là. Merci. Oui, pour l'utiliser couramment moi-même, pour moi et pour d'autres personnes, voilà, je me suis juste permis d'en parler puisque vous l'aviez évoqué. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci.
Nous sommes presque à 20 heures. J'ai l'impression qu'on pourrait fermer cet espace que nous avons eu ensemble. Dans cet espace, Patrick, je ne te vois pas, mais peut-être que Je ne me vois pas. tu es là. Si je parle, peut-être. Pardon? Je me vois peut-être si je parle. Ah ben voilà, c'est ça. Donc c'est un voyage. Alors c'est un voyage bien sûr que c'est un première formule donc des enseignements du Nouveau Monde que l'on a ouvert avec Sophia aujourd'hui sur l'ego. Bien sûr que notre rêve le plus cher, ça serait de pouvoir le faire déjà dans la vie réelle, en vrai, avec, enfin, voilà, où nous serions les uns proches des autres et dans un espace physique, et puis où cet espace-temps, ce voyage pourrait durer un peu plus longtemps et nos échanges aussi. Voilà, on a essayé de concentrer ça parce que fin de journée, parce que aussi assis comme ça. Voilà, c'est un peu les limites du Zoom, mais il me semble qu'on a quand même réussi en presque 2 heures à voyager suffisamment. En tout cas d'avoir déjà fait un voyage, voilà. On n'a pas je voudrais, on va revenir sur des slides qu'on n'a pas vu, mais c'était pour partager l'actualité, voilà. Les slides, oui, il y avait celui-ci qui était sur ma présentation, celui de Sophia. Alors je vais vous, oui, attends. Donc, le livre Nouveau Monde cherche nouveaux dirigeants, leadership humaniste et la voie que je propose, certains sont déjà engagés dedans, qui est celle-ci, la voie de transformation et d'éveil. Sophia, de son côté, a sorti ce livre L'urgence d'aimer en fin d'année. Voilà, un très beau livre. Alors, je vous le conseille d'autant plus que j'ai beaucoup souri en le lisant parce que, en fait, j'y voyais du leadership humaniste, mais avec le parcours, le prisme de Sophia. Enfin, voilà. Moi, je trouve que comme on l'a fait ce soir, c'est finalement aborder une thématique, enfin quelque chose, mais avec 2 histoires, mais qui du coup viennent nourrir ensemble encore plus, je trouve, voilà. Donc, et puis Sophia propose aussi, voilà, Be the Love Global, qui est je dirais la quête d'éveil, hein, et la voie d'éveil qui est celle qui est menée par Sophia, voilà, que vous retrouverez sur bethelove.global. Les vidéos, de toute façon, enfin, on vous donnera ces informations-là du PowerPoint, elles vous seront transmises par mail, hein, à tous ceux et celles qui ont participé ce soir et même celles qui ont dû et ceux qui ont dû partir avant. Et puis Sophia qui vient de sortir de façon toute récente un manga, voilà, donc de 7 à 97 ans, en plus pour ses enfants, Invincible au pays du Dalai Lama. Voilà. Donc il est tout frais, hein, je crois que il a 1 mois, c'est ça, Sophia? Ben oui, ça doit être ça, 18 mars, donc oui. Et ça se trouve Voilà. dans les rayons manga. Pardon? Ça se trouve dans les rayons manga ou plutôt... Oh, ça se trouve sur toutes les plateformes et oui, bah, parce que j'ai travaillé avec une mangaka japonaise assez connue, d'ailleurs, Kan Takahama, moi j'ai écrit le scénario, elle a fait les dessins. Oui, donc c'est partout. Bon, sur la FNAC, ça doit pouvoir se trouver aussi Oui. sans problème, voilà. Donc, alors vous avez les 2 livres en amont qui, eux, sont, je dirais, la vision spirituelle et les voies proposées par l'une et par l'autre. Et puis, les 2 livres que vous voyez, l'un le manga et l'autre le roman Saint-Pierre-Madi, dont je vous ai lu un petit extrait. Voilà, là, on est dans des formats, j'ai envie de dire, accessibles dans le sens romancé et
visuel. Saint-Pierre m'a dit, donc c'est l'histoire d'une âme qui arrive sur Terre, et Saint-Pierre, c'était un petit clin d'œil à la religion catholique, mais ce n'est pas un livre catholique, mais comment dirais-je, qui va donner la clé d'une vie terrestre réussie à toutes les âmes. Voilà. Et elle dit, écoutez, je vous ai donné cette clé pour ce voyage terrestre très particulier avant que vous ne vous incarniez. Et là, Saint-Pierre, il se lamente, il dit, écoutez, j'en ai ras-le-bol, parce que visiblement, une fois arrivé sur Terre, vous l'oubliez toutes. Voilà. Et voilà pourquoi l'humanité n'en a plus pour longtemps. Voilà. Donc, on suit tout le parcours de cette âme avec un Saint-Pierre qui va agir comme un GPS de nos vies terrestres jusqu'à ce qu'on revienne de là où nous sommes, c'est-à-dire cet océan de conscience universelle ou cette soupe quantique, comme vous voulez, ou cette âme or dont nous sommes tous issus, et que nous retrouvions ce fameux secret qui était celui, ou aussi l'intention avec laquelle nous étions venus sur Terre, et que nous ne devons pas oublier, parce que c'est ce que nous sommes venus répandre comme lumière à tout un chacun. Voilà. Nous sommes tous et toutes lumineux, ça n'est le privilège de personne. Voilà. Voilà, donc merci infiniment Patrick d'avoir animé, voilà, a été notre maître de cérémonie. Sophia, un grand merci parce que je suis très heureuse d'avoir fait cette première avec toi et j'espère que vous nous donnerez peut-être vos retours, peut-être par mail ou autre, les personnes. En tout cas, j'irai le solliciter si vous souhaitez y répondre. Mais il m'a semblé, en tout cas je l'ai ressenti tel quel, qu'avec ces deux approches-là, c'était aussi une manière de faire un voyage plus long et peut-être plus profond et plus concret sur l'ego. Voilà. Merci à tous les trois, merci à tous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. À refaire. Prenez soin de vous. Oui, pareil. Merci et à très bientôt.